Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Élu secrétaire général de l'UNSA lors du congrès à Nantes la semaine dernière, Morgane Verviers est l'une des nouvelles têtes du mouvement syndical éducatif en France. On va parler bien sûr avec elle des grands sujets qui agitent l'école. Ce sera dans quelques instants. Jouer et manger peuvent aller ensemble, surtout si le jeu en question aide à combattre les troubles du comportement alimentaire. Ce sera l'objet de la seconde partie de cette émission. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Loïc Landreau vous parlera de TikTok qui essaie de redorer son image suite à la plainte de plusieurs familles. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité de l'éducation avec Loïc. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Appel aux retardataires, vous avez jusqu'à 22h ce soir pour enregistrer vos vœux sur Parcoursup. Et je reprends les mots de Libération, toujours plein d'humour, qui ont écrit ça ce matin. Parcoursup, plus que jamais fournisseur officiel de stress aux lycéens et à leurs parents. Alors effectivement, à la base, la confirmation définitive des vœux était fixée à hier soir 23h59, très précise, mais la plateforme a connu une panne générale qui a poussé le ministère de l'Enseignement supérieur à décaler l'échéance à ce soir 22h. Il s'agissait en fait d'un problème de disponibilité des serveurs qui diminue le nombre de connexions simultanées sur Parcoursup. Les lycéens sont censés recevoir des réponses concernant leurs admissions à partir du 30 mai, si tout va bien. Nouvelle agression violente à Montpellier. Une adolescente de 13 ans a été rouée de coups à la sortie de son collège. Les faits se sont déroulés mardi aux environs de 16h. Samara se dirigeait vers le bus scolaire pour rentrer chez elle lorsque plusieurs adolescents l'ont passée à tabac. Gravement touchée à la tête, la jeune femme a été plongée dans un coma artificiel. Heureusement, elle s'est réveillée hier et sa maman, Asiba, a pu communiquer avec elle. Sur RMC ce matin, elle raconte la raison de cette agression. Pour des histoires de réseaux sociaux, donc la jeune fille qui a commandité tout cela, en fait, a publié une photo d'un garçon sur un réseau social en faisant passer Samara pour la créatrice de ce contenu. Et à partir de là, en fait, il y a eu un appel sur les réseaux sociaux à se rendre au collège Arthur Rimbaud à la sortie des cours pour massacrer Samara. À nos confrères de France Info, plusieurs camarades de Samara ont confirmé que ce n'était pas elle qui était derrière ce compte sur Snapchat et ils affirment que la jeune femme est la souffre-douleur du collège. Selon sa mère, Samara était victime de harcèlement scolaire depuis 1 an et demi. L'une des adolescentes qui l'a agressée avait d'ailleurs été exclue du collège 2 jours pour avoir appelé à la violer. Il s'agirait à la base d'un conflit lié à la religion puisqu'en tant que musulmane, Samara se maquille, elle s'habille à l'européenne, contrairement à sa principale agresseuse. Elle était même traitée régulièrement de mécréante. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Asiba ce matin sur RMC. 3 adolescents ont donc été placés en garde à vue pour tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. Et en marge de l'inauguration d'un centre aquatique pour les Jeux Olympiques de Paris, Emmanuel Macron a réagi. Même s'il a souhaité rester mesuré dans l'attente de plus amples informations officielles, le président de la République a demandé la plus grande fermeté contre les auteurs de l'agression. On l'écoute. J'ai eu des premiers retours de la part du préfet et du rectorat. Nous sommes en train de consolider les informations. Il y a aussi un travail de la justice qui est en cours. Donc je serai à ce stade très prudent pour ne pas qualifier les choses. Je sais aussi que beaucoup de diligences ont été prises par la communauté pédagogique et je pense qu'il est important dans ce moment-là d'abord d'être aux côtés de cette jeune fille, de sa famille, de lui apporter tout notre soutien, d'être extrêmement ferme à l'égard des auteurs de ces faits, ce qui a été immédiatement fait par la justice et la police, et d'établir la vérité pleine et entière. À savoir que la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a demandé une enquête administrative pour évaluer la responsabilité de l'établissement qui est accusé d'avoir su que des adolescents attendaient Samara à la sortie de l'école, mais de ne pas l'avoir protégée. Ce nouveau fait divers qui pose évidemment la question de la prévention contre le harcèlement scolaire, mais aussi de la sécurisation des établissements. Et oui, puisque parmi les agresseurs de Samara, il y avait aussi des élèves venus d'autres collèges et lycées. La violence et les attaques physiques ou numériques contre les élèves et le personnel éducatif sont en nette augmentation, plus 31% d'incidents graves dans le second degré depuis 5 ans. Ce sont les chiffres d'un rapport du Sénat. Et ce matin, la secrétaire générale du SNES-FSU, Sophie Vénétité, était sur RMC. Elle dénonce le manque de soutien de l'institution lorsque ses collègues sont menacés.
On a de plus en plus de collègues qui sont menacés sur les réseaux sociaux. Ça m'est arrivé cette année d'accompagner des collègues qui disaient mais il faut faire retirer tel propos injurieux, telle photo, etc. Il a fallu parfois des semaines pour que ça réagisse en face en disant on va enlever ces propos. Donc il faut de la réactivité, il faut plus de monde pour aider nos collègues, pour les accompagner dans leur démarche. Là encore, moi j'ai des collègues qui se sont fait menacer, ils ont tiré la sonnette d'alarme en disant je voudrais être protégé, je voudrais être accompagné dans mes démarches. Il a fallu 3 semaines pour qu'ils soient aidés. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore des collèges, des lycées, il y a des trous dans le grillage, il y a le portail du parking des profs qui est grand ouvert parce qu'il est cassé. Et quand on le signale à la région ou au conseil départemental, et ben là encore, il faut 3 semaines pour réparer les choses. Donc déjà que chacun assume ses responsabilités. Garantir la sécurité de tous, ce sera entre autres l'une des missions du nouveau recteur de l'Académie de Paris et de la région Île-de-France. Il a été nommé hier, Bernard Beignet. À 66 ans, il s'agit d'un cadre expérimenté de l'éducation nationale, ancien recteur des académies d'Amiens et d'Aix-Marseille. Il fut également doyen d'université et il est reconnu dans le sud de la France pour avoir testé et implanté ce qu'on appelle les écoles du futur, davantage tournées vers le numérique et les techniques pédagogiques de demain. Les groupes de niveau ou groupes de besoins, c'est selon toujours au cœur de l'actualité. Hier, Nicole Belloubet était auditionnée au Sénat et elle a évoqué ses solutions pour encadrer cette initiative. La ministre a demandé aux académies de recruter des contractuels dès le 1er juin pour qu'ils puissent savoir assez tôt où ils seront affectés. Et je vous laisse découvrir ce qu'elle a annoncé ensuite. Nous avons également sollicité d'autres dispositifs qui existent déjà, mais que nous réappelons en quelque sorte. Je pense aux enseignants du premier degré qui, par détachement, pourront venir apporter leur concours aux enseignements de français et de maths et qui, en même temps, seront remplacés dans le premier degré par un éventuel appel aux listes complémentaires si nous en avons besoin. Donc là, nous pouvons gérer les choses de cette manière-là. J'ai même proposé que l'on puisse éventuellement faire appel aux personnels retraités qui souhaiteraient, récemment retraités, qui souhaiteraient, en français et en maths, assurer quelques heures dans des lieux qui pourraient être à proximité de leur domicile. Les organisations syndicales me disent que cela ne donnera rien, mais nous verrons, après tout, qu'ils ne tentent rien à rien. Et on termine avec le nouveau livre de François Hollande. L'ancien président de la République veut mettre l'Europe à hauteur de nouvelles générations. Leur Europe, expliquée aux jeunes et aux moins jeunes. C'est le titre de cet ouvrage qui sort aujourd'hui aux éditions Glénat Jeunesse. François Hollande qui était sur France Inter ce matin et il a expliqué le pourquoi de ce livre. Jamais, sans doute, la jeunesse, depuis 50 ans, n'a été aussi angoissée. Angoissée par les guerres qui sont autour de l'Europe, angoissée par les crises climatiques, sanitaires. Sanitaire, c'était hier, climatique, c'est aujourd'hui, demain. Et angoissée aussi par la difficulté de se situer dans le monde. Et donc, ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'est d'abord de raconter cette histoire européenne. Oui, et dire n'oubliez pas. Et dire n'oubliez pas, et aussi dire qu'est-ce qui attend cette génération et qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Préserver la démocratie sûrement, assurer une Europe puissance pour être respectée et notamment pour que la démocratie puisse avoir sa place et puis enfin lutter contre le réchauffement climatique. Et petite information insolite qui n'a absolument rien à voir avec l'éducation, sachez que le scooter de l'Élysée avec lequel François Hollande allait voir Julie Gaillet en secret en 2014 va être mis aux enchères le 26 mai prochain. Le prix d'appel est à 10 000 €. Qui dit mieux? Merci beaucoup Loïc. On vous retrouve tout à l'heure pour nous parler du réseau social TikTok qui tente de redorer son blason en lançant des contenus éducatifs scientifiques. À voir, à suivre, oui. Je suis impatiente. C'est peu dire que le monde de l'éducation est en mouvement et qu'il s'invite dans l'actualité chaque jour. Évidemment, il y a du pain sur la planche, on le sait. Alors, autant de sujets dont on traite tous les jours dans l'émission, dans le Grand JT, ainsi que sur School TV, sur cette chaîne magnifique. Et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de recevoir celle qui porte désormais la voix du syndicat UNSA Éducation, c'est Morgane Vervier.
Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Morgane Vervier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Vous êtes secrétaire générale UNSA Éducation. On va commencer par le sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Depuis quelques jours, mardi dernier, la démission du proviseur du lycée, Maurice Ravel, après la vague de haine suscitée concernant cette affaire du voile. Il y a eu beaucoup de démentis, beaucoup d'informations, beaucoup de fausses informations, des rumeurs, on peut appeler ça comme ça, des réactions aussi disproportionnées dans cette affaire. J'aimerais votre avis sur cette actualité. Mon avis, c'est que la situation est terrible de voir finalement un collègue qui se retrouve obligé de quitter son métier après une belle carrière et tout un investissement au service des jeunes, au service des établissements scolaires, et qui a, comme vous l'avez dit, à cause de mensonges et puis de l'emballement que permettent les réseaux sociaux, a dû, pour sa propre sécurité, devoir quitter l'établissement dans lequel il exerçait. Mais c'est une défaillance pour vous du système, de l'État, du fonctionnement de l'école dans sa globalité, ou c'est une situation qui est tout à fait annexe et propre à... Non, c'est pas annexe, parce que cette situation, elle doit toutes et tous nous alerter sur ce qui se passe, sur évidemment le sentiment un petit peu d'attaque vis-à-vis de l'école qu'on peut ressentir ces derniers mois et ces dernières années, mais également aussi sur la force que permettent les réseaux sociaux, l'emballement, et qui a conduit à cette situation et qui doit toutes et tous nous interroger, parce qu'en fait, pour aller bien, l'école de la République et donc les personnels, ils ont besoin de toute la société derrière eux. Tout part de cette problématique du voile porté par cette jeune fille au sein même de l'école. Maintenir la laïcité à l'école, dans la structure de l'école, est-ce que c'est une gageure pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est aux enseignants de porter ce poids, qui est un poids suffisamment lourd pour que ce soit problématique aujourd'hui? C'est une responsabilité qu'on a. Au sein de l'école de la République, publique, laïque. Ce n'est pas une gageure, c'est vraiment une responsabilité, et effectivement, toute la société doit nous soutenir derrière le fait de faire vivre ce principe de laïcité. Alors, ça a été dit, il y a plusieurs reprises, il y a plusieurs événements qui ont montré que ça devient de plus en plus difficile d'aborder et de faire vivre le principe de laïcité, que ce soit en cours, que ce soit dans les lieux, dans les couloirs, au moment de vie scolaire ou dans les sorties. Et pour autant, on est très clair au niveau d'une éducation, on ne doit pas reculer. On ne doit pas reculer, on doit réapprendre et réaffirmer à quel point la laïcité, c'est un principe qui permet la liberté. Et qu'on doit continuer de porter cela et ne pas se laisser dévoyer. Et là encore, partir sur de fausses informations. Et c'est un combat qu'il faut continuer de mener, parce qu'il permet vraiment de réaffirmer ce principe à la base qui permet la liberté de conscience, la liberté de vivre toutes et tous ensemble, et de faire respecter ce principe dans nos écoles. 2 mois après la fusillade à 100 mètres d'une école à Nîmes, le gouvernement a organisé aujourd'hui à 14h, place Beauvau, une réunion sur la sécurisation des établissements scolaires. Près de 200 établissements à peu près, je crois, sont concernés. Avez-vous davantage d'informations sur ce sujet de la sécurisation? On a été réunis hier soir au ministère de l'Éducation nationale. On sait que c'est un sujet, et c'est un sujet qui a été malheureusement remis sur le tapis avec l'assassinat de notre collègue Dominique Bernard, donc quand on avait été la première fois réunis au mois d'octobre. Donc on attendait d'être à nouveau réunis pour avoir des informations, parce que je le disais, on voit bien que l'école publique, laïque, l'école de la République peut être prise pour cible. Et donc il y a vraiment la question de comment est-ce que tout l'exécutif, comment tout l'État arrive à être derrière chacun de ses agents. Et donc on attend effectivement des mesures fortes, à la fois symboliques, c'est vrai, mais pas que, des mesures très très concrètes de sécurisation des établissements. Et il y a le fait de pouvoir avoir de la protection fonctionnelle, ce qui est déjà le cas. Donc comment on arrive bien à avoir tous ces dispositifs pour que ça puisse être facile pour un collègue qui ne se sent pas en sécurité de pouvoir le signaler, de faire remonter ses faits et de savoir comment agir. Donc ça, c'est très bien. Mais il y a également, on va dire, tout ce qui est de l'ordre du quotidien, c'est-à-dire faire en sorte que le bouton d'alarme fonctionne. Il a été mis en place dans combien d'établissements, le bouton d'alarme? Il a commencé à Châteauroux, il me semble, il y a quelques mois. On attend encore les remontées. Il doit y avoir un audit pour savoir exactement comment ça a été mis en place. Mais là, on voit bien qu'on est aussi
sur des dispositifs qui à la fois relèvent de l'État et de son ambition, mais aussi des collectivités territoriales, parce que c'est elles qui s'occupent aussi du bâti scolaire. Et donc, je le disais, des mesures toutes simples sur une grille qui ferme, une fenêtre qui est réparée. Enfin, voilà. La sécurisation des établissements, elle est de plein d'ordre. Et donc, dans ce qu'il nous a présenté hier, on avait un plan en 3 axes, quelque chose qui était à destination de la protection des élèves, des personnels et de l'enceinte des établissements. Donc, on attend de voir. Moi, ce que j'ai retenu de la réunion d'hier, c'est qu'il y a effectivement un guide qui va être mis à disposition des collègues qui permet de voir l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place. Et ça, je le dis, c'est encore quelque chose d'intéressant. Mais on attend de voir aussi comment on peut aller plus loin sur ce qui est attendu de la part de chacun de nos collègues. Le 29 mars dernier, Nicole Belloubet a annoncé la création de la force mobile scolaire qui pourra être projetée dans l'établissement sous 48 heures. Ni flic, ni gendarme, je peux me permettre, je me pose la question, qui va intervenir? Qui sont ces 20 personnes qui constituent la force mobile scolaire pour toute la France, j'entends. Oui, c'est ce qu'on nous a dit, c'est qu'effectivement, ça peut être des équipes entre 15 et 20 personnes qui sont dépêchées, qui sont envoyées, et donc par décision du ministère, et donc sous demande aussi des recteurs d'académie, avec des personnels, ce qui nous a été dit, des personnels qui sont expérimentés et qui viennent finalement en soutien des équipes sur place, quand à la fois les équipes de l'établissement n'ont pas suffi, à la fois des dispositifs qui sont juste au niveau académique n'ont pas suffi, il y a une crise aiguë qui nécessite de dépêcher des personnels qui sont vraiment expérimentés et où il y aurait par exemple des personnels qui peuvent gérer vraiment la crise, recueillir la parole. Essayer d'être en veille. 48 heures d'intervention, on attend que tout se passe malheureusement quand on est dans une situation de crise. Est-ce qu'on peut attendre 48 heures? Je pense que ça, c'est sûr qu'il va falloir qu'on puisse avoir des dispositifs qui sont déployés de façon plus rapide. Mais ce qui se passe dans un établissement, c'est que quand il y a une situation, effectivement, il y a quand même quelque chose qui traîne sur plusieurs jours. Et donc, il y a besoin de réussir à un moment d'aplanir et d'apaiser le climat scolaire. Et ça, effectivement, un besoin d'un soutien et une équipe extérieure peut être bénéfique. On le voit aussi dans les cas de harcèlement scolaire, il y en a encore eu un aujourd'hui. Comment on peut réussir à réagir de manière ultra effective? Là, on vient de parler de la force mobile scolaire, on voit bien, on a une vingtaine de personnes, si je comprends bien, dépêchées pour toute la France, ça reste un peu juste, surtout sous 48 heures. Comment peut-on faire pour pouvoir justement pallier ces problèmes de violence immédiate? Oui. Moi, je pense qu'il faut tout miser sur la prévention, tout ce qu'on peut. À la fois, c'est-à-dire avoir des personnels, des adultes qui sont en veille sur la question que vous me posez sur le harcèlement, qui sont en veille, que ce soit des personnels vie scolaire, mais aussi enseignants, et donc un peu plus captifs à ces signaux qu'on peut ressentir. Donc, former à cela précisément sur la question du harcèlement et la manière dont il faut réagir. Oui, être ultra attentif, à l'écoute. Oui. Ce n'est pas un poids supplémentaire encore pour les professeurs qui ont déjà de lourdes tâches au quotidien? Bien sûr, il y a ce qui se passe dans la classe et il y a tout le savoir qu'on doit transmettre. Mais à la fois, de toute façon, tous les enseignants, tous les personnels de vie scolaire sont des adultes. Et il y a plein de jeunes autour de nous. Donc, il ne faut pas être sous l'ordre de la formation obligatoire, et notamment parce qu'on sait que c'est difficile pour les collègues de pouvoir aller en formation en ce moment. Mais c'est vrai que d'avoir des personnels qui se sentent et qui ont envie d'être un petit peu éveillés sur ces questions-là et pouvoir aussi aider leurs collègues pour repérer certains signaux, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, il n'y a pas que les enseignants dans un établissement scolaire. Ça tient et ça tourne au quotidien avec pas mal de personnel. Évidemment, il y a les personnels d'encadrement, il y a les personnels vie scolaire, mais on a également les personnels infirmiers. Les infirmières sont souvent des femmes, elles sont pas assez nombreuses, mais c'est des personnels qui, justement, quand il se passe quelque chose avec un élève, sont un peu le visage qu'on va voir et sur lesquels on va essayer de pouvoir se confier. Et puis, il y a des numéros, des dispositifs, des numéros verts qui ont été mis en place. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment miser sur la prévention. Après, l'autre point important, c'est aussi les sanctions, c'est-à-dire on ne laisse pas passer. On ne laisse pas passer. Quand c'est arrivé, on est ferme, on est capable d'accompagner la victime, de bien expliquer aussi à l'auteur ce qui s'est passé et de pouvoir prendre des mesures.
Et ça, là-dessus, on a avancé. Alors, il y a les violences vis-à-vis des élèves et il y a aussi les violences vis-à-vis des enseignants. Selon un rapport du Sénat publié début mars, eh bien, près de 100 000 enseignants sont victimes de violences ou de menaces. Des menaces qui viennent donc pas seulement des potentiels terroristes, entre guillemets, ou d'élèves violents, mais bel et bien de parents qui n'acceptent pas, par exemple, soit une mauvaise note, soit une remarque de la part de l'enseignant. Comment fait-on pour pouvoir vivre dans ce climat insécurisé ou insécuritaire, si je peux dire, pour les personnels? Oui, ce dont vous parlez, c'est un peu l'incivilité du quotidien. Et effectivement, là-dessus, il faut que vraiment on fasse tous bloc pour réagir parce que nous, au niveau de mon syndicat, on a bien ces remontées de terrain qui nous disent que nos collègues n'en peuvent plus et qu'il y a vraiment des difficultés à faire et à exercer leur métier au quotidien, leur mission tranquillement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui relève aussi tout simplement de réaffirmer à quel point, tout simplement, on a des collègues qui font leur métier au service des jeunes et d'arrêter de dire que l'école publique ne va pas bien, de pointer à chaque fois ce qui ne va pas. Voilà, je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du symbolique, en fait, tout simplement, d'avoir... on était toutes et tous derrière les enseignants, si je dois citer ce métier, pendant la crise sanitaire et le confinement, et tout le monde était capable de dire franchement moi je le ferai pas et je sais pas comment ils font, j'en ai 1, 2 à la maison, mais comment on fait avec une classe? Bon, il faut que ça perdure, parce que voilà, on a des enseignants, c'est un métier de vocation, c'est un métier qui n'est pas facile, c'est un métier avec une hétérogénéité qu'il faut gérer, et donc il faut respecter ça. Et pour que ce soit respecté au quotidien par les parents, ce serait bien que ce soit respecté aussi dans le cadre du débat public. Mais vous avez raison, la question se pose. Pourquoi, pendant le Covid, on s'est tous effectivement mis aux fenêtres pour applaudir les infirmiers et les enseignants, et aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui se passe? Est-ce que cette société-là n'est pas aussi portée par une volonté marquée et forte du gouvernement de protéger aussi le monde enseignant? Je ne sais pas, peut-être qu'on a la mémoire courte, mais effectivement, il y a quelque chose dans les discours qui, je dirais pas du fonctionnaire bashing, mais qui, justement, viennent expliquer... quand on est enseignant, on a le sentiment quand même, presque, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, qu'on va apprendre ce qu'on doit faire dans notre classe la semaine prochaine. Il y a une façon aussi de parler de ce métier où tout le monde a son mot à dire sur l'éducation. Et c'est normal, on est tous concernés. Soit on vit avec un jeune, soit on en connaît un, soit on a un enfant. Pour autant, c'est un métier, il y a des professionnels. Et quand on a le sentiment que chacun peut y mettre son mot et que c'est en continu dans le débat public, mais pour pointer ce qui ne va pas ou pour dire comment il faudrait faire autrement, eh bien, sincèrement, au quotidien, ça nuit aux personnels qui sont sur le terrain. On va parler évidemment de plusieurs sujets qui touchent l'école. On vient de parler de cette démission du proviseur de lycée Maurice Ravel, de cette violence potentielle à la fois vis-à-vis des élèves et des enseignants. Il y a d'autres sujets qui préoccupent l'école, notamment les groupes de niveau qui sont arrivés sur la table. Nicole Belloubet était encore récemment interrogée à ce sujet et elle s'y dit favorable. Est-ce que vous l'êtes aussi ? Non, depuis le départ, nous, on n'est pas favorable à ce que M. Attal, Gabriel Attal, quand il était ministre, a lancé à travers la réforme, le dispositif choc des savoirs. On n'y est pas favorable depuis le départ parce que on pense qu'effectivement, il faut renforcer et donner les moyens au collège unique, et unique ne veut pas dire uniforme, d'aider chaque jeune à progresser. On n'est pas favorable au groupe de niveau que certains, de façon assez rapide, appellent classe de niveau, mais on voit bien ce qu'il y a derrière, qui consiste effectivement à, d'une certaine façon, mettre une étiquette sur un élève à la sortie du CM2 qui va la suivre toute sa scolarité. On sait qu'en France, il y a un rapport très fort entre la catégorie sociale des parents et la réussite scolaire. C'est une vraie question. Et on pense qu'essayer de faire réussir chaque jeune, en tout cas c'est comme ça qu'on le pense à l'UNSA, faire réussir chaque jeune, ça a demandé d'essayer d'avancer sur la formation, d'essayer sur la prise en charge de l'hétérogénéité des classes, d'avancer sur la question de la mixité sociale et scolaire, d'avancer sur le nombre d'enfants en classe, parce qu'avoir des groupes réduits, ça, pas de problème, mais d'essayer forcément
d'étiqueter d'une certaine façon, ça c'est quelque chose pour nous qui n'est pas possible. Gabriel Attal, en parlant des élèves les plus faibles, scolairement j'entends, disait « Cette partie de la jeunesse empêcherait les autres de s'envoler ». Une réaction? Moi je trouve ça terrible de parler comme ça parce que l'école publique, c'est l'école de toutes et tous. Et c'est bien là que finalement se croisent les jeunes qui vont faire la société de demain. Et de voir qu'il y aurait un groupe qui empêche l'autre de s'envoler, franchement, c'est pas pour cela qu'on s'engage, nous. Quand on va dans ces carrières de l'éducation, c'est pas pour ça qu'on s'engage. Donc, chaque jeune doit avoir sa réussite, doit avoir l'attention qu'il mérite. Et pour cela, effectivement, il y a des moyens qu'on peut revoir et qu'on peut affiner. Mais effectivement, l'idée de séparer les contenus et de séparer les jeunes si tôt, pour nous, c'est vraiment pas la bonne solution et même la bonne façon de voir celles et ceux qui vont faire la société demain. Est-ce qu'à l'instar du brevet qui deviendrait donc un diplôme d'orientation, cette idée de justement mettre tous les élèves en difficulté à part, de côté, ce serait une façon d'aller d'écrémer, de pouvoir lâcher les uns de côté des autres pour pouvoir faire une société où on mettrait que les bons en avant et on laisserait les autres de côté? Oui, c'est ce que je vous disais, c'est que par rapport à tout ce dont on a pu parler sur les enjeux de société, le fait de pouvoir vivre ensemble, le fait d'avoir une société qui soit apaisée, avec un récit heureux qui nous est proposé. Se dire que le collège permet, dans les solutions d'antan, d'avoir du tri, pour nous, c'est vraiment pas la bonne façon d'essayer de se projeter. Une tribune du journal Libération la semaine dernière intitulée « Quand l'extrême droite dicte le programme d'Emmanuel Macron ». L'ancien inspecteur de l'éducation nationale Jean-Paul Delahaye pointait les réformes avec l'archaïsme dans le rétroviseur, promu par le gouvernement d'Emmanuel Macron en termes d'éducation. C'est lui qui le dit. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et je vais énumérer parce qu'on a peu de temps. Juste le retour du redoublement, le port de l'uniforme, la reprise de la Marseillaise, le SNU, la fin du collège unique, le brevet dont je parlais à l'instant. Autant de réformes portées par le Rassemblement national il y a si peu de temps. Oui, c'est ça. Non, mais clairement, j'ai lu aussi cette tribune, évidemment. Ce qu'on pense, c'est que là, dans ce qui nous est proposé, on a des solutions qui sont vraiment qui sont cherchées dans le rétroviseur, quoi. C'était mieux avant. C'est archaïque ou c'est autoritaire, ou les deux? C'est passé et c'est dépassé. Et c'est ça qui est compliqué, quoi. C'est qu'on est en 2024, dans un monde qui change très vite, avec tout ce qui arrive avec l'accélération numérique, avec les enjeux écologiques, et on essaye de faire croire que vraiment la réponse là et les priorités pour l'école, ce serait l'uniforme et de remettre du redoublement ou de durcir le diplôme pour, encore une fois, essayer de trier, de cliver. Non, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de savoir comment on permet à chacune et à chacun de penser par lui-même, pour lui-même. Comment on permet à chacune et à chacun de s'émanciper. Comment on permet à des mondes qui, effectivement, ne se côtoient pas, mais en tout cas d'être au moins rassemblés à l'école. Vous avez parlé du service national universel. Nous, à l'UNSA, on est opposés à ce dispositif-là. Et pourtant, on a essayé, quand il a été proposé, de regarder ce qu'on pouvait chercher de bien, puisque la question de l'engagement est quelque chose qui nous est cher. Pour autant, un dispositif qui est obligatoire, qui, là, essaye de toucher un nombre de jeunes important, mais il n'y a rien qui est calibré pour, ni les personnes qui vont accueillir, ni les lieux qui vont accueillir. Donc voilà, on est très réticents à ça. Et pourtant, comment se fait-il qu'on n'essaye pas de travailler la question de l'engagement là où sont tous les jeunes de 6 à 18 et plus. Peut-être bien plus engagés que notre génération d'ailleurs. C'est ça. Tout à fait. On parle beaucoup des élèves, évidemment, des professeurs avec les parents, mais aussi la question, et c'est ma dernière question, la question des professeurs. Comment faire en sorte que les professeurs reviennent à ce métier? On sait qu'il y a un manque d'attractivité de ce métier cruel. On connaît les problèmes, hein, évidemment, la revalorisation, évidemment, la considération aussi. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un léger mieux? Est-ce que l'ensemble de la profession et les enseignants se sentent plus considérés aujourd'hui? Sincèrement, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. En plus, nous, à l'UNSA Éducation, on fait un baromètre chaque année qui nous dit à quel point, malheureusement, la profession est en tension. Voilà. Et donc, pour autant, ce baromètre, il nous dit aussi, toutes celles et ceux qui répondent,
qu'ils aiment leur métier. Mais que ce qui est difficile, effectivement, c'est les conditions de travail. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du symbolique. Il faut effectivement qu'on replace ce métier et qu'on le respecte déjà dans le débat public. Ça nous aidera au quotidien dans ce qu'on a à faire. Et puis après, effectivement, il y a la question aussi de la rémunération, du pouvoir d'achat, d'avoir des conditions de travail qui sont normales, tout simplement. On ne demande pas de quelque chose d'extraordinaire, hein, juste des conditions de travail qui sont respectueuses des personnes, mais ça reste un beau métier, un métier de vocation. Et là où, dans les académies, ils essayent justement d'avoir des concours qui proposent à des jeunes, à la sortie du lycée, de s'engager dans cette voie-là, il y a du monde. Donc, c'est un beau métier et... Voilà, il faut qu'il soit considéré et respecté par toutes et tous. Merci beaucoup, merci Morgane Verviers d'être venue sur ce plateau pour nous parler effectivement de l'importance de l'éducation, bien évidemment s'il il est besoin de le rappeler, et des problèmes qui attisent aujourd'hui les discussions et chacun d'entre nous. Vous êtes secrétaire générale UNSA Éducation. Merci Morgane Verviers d'avoir été avec nous sur ce grand JT. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque jour dans la quotidienne, un ou une invitée et des chroniqueuses et des chroniqueurs. L'invité pour parler éducation sans langue de bois et surtout pour vous proposer des pistes de compréhension et d'action. Les chroniqueurs et les chroniqueuses pour échanger sur la littérature jeunesse, l'alimentation, le coaching, la pédagogie. À bientôt. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAC sur School TV pour cette 3e saison. Le MAC se concentre sur des initiatives, qu'elles soient locales ou nationales. Tous les jours, des élèves, des parents d'élèves, des élus vont se succéder sur ce plateau pour nous conter leurs actions au quotidien en faveur de l'école, de l'environnement et de la citoyenneté. Le MAC sur School TV, c'est tous les jours. Je compte sur vous. De retour dans le Grand JT avec Loïc Landreau, nous sommes ravis d'accueillir Floriane Chalard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes créatrice des jeux de société Manger et Jouer, en référence à Manger et Bouger, sauf que là, on mange et on joue. Alors, c'est une idée absolument géniale que vous allez nous présenter, évidemment. On a ouvert ce plateau ici de jeu, qui est le jeu « Je découvre les saveurs ». Alors, comment est née cette idée autour de l'alimentation, une nécessité de faire découvrir davantage les fruits et légumes aux enfants? Alors, de base, c'est né pour aider mon fils, qui est autiste avec un trouble alimentaire. Il ne voulait pas du tout s'alimenter et il avait un panel alimentaire très restreint parce qu'il mangeait que 3 gâteaux apéritifs. C'est ce qu'il a mangé de ses 12 mois à ses 4 ans et demi. Pendant 4 ans, que 3 gâteaux apéritifs? Ouais. Et que vous disaient les médecins, les pédiatres? Il était suivi par une orthophoniste spécialisée aux troubles alimentaires. Ouais. Et elle n'a pas réussi à le débloquer, malgré en vain tous les suivis qu'il a eus. Ni le riz, les pâtes, les choses basiques? Rien, il ne mangeait aucun aliment. Aucun. Et donc il buvait du lait, petit? Non plus. Que des boissons sucrées, jus d'orange ou du coca. Oui, ça a dû être effectivement très dur, très difficile pour vous et très lourd. Passer cette étape où finalement vous avez réussi à réintégrer une alimentation, disons, plus diversifiée. Comment vous avez fait? Quelle a été la première étape? La première étape, ça a été de travailler sur des activités sensorielles. Mon fils avait vraiment une grosse aversion avec les aliments, quel qu'en soit. Et dès que je lui posais des aliments sur la table, c'était vraiment un comportement inapproprié. Donc on a commencé par découvrir les aliments en jouant avec des ateliers sensoriels. Et de ces ateliers sensoriels, j'ai vu certains stimuli qu'il déclenchaient chez Raphaël. Je me suis dit, mais tiens, je vais créer un jeu, puis après un autre jeu, puis un autre jeu. Et en fait, ces deux-là sont nés les jeux Manger Jouer. Et c'est grâce à ça où, en 1 an et demi, Raphaël a maintenant un panel alimentaire, un vrai, diversifié. Alors, on est à une 20aine d'aliments, mais il mange des fruits, des légumes, des féculents, de la protéine. Enfin, voilà, il mange un peu de tout, même si il mange pas tout, c'est un peu normal. Mais c'est grâce à ces jeux donc qu'on a réussi à l'alimenter. C'est l'instinct maternel qui vous a poussé tout de suite à aller vers le ludique. Vous êtes dit en fait peut-être qu'il a envie, il a besoin de ça pour pouvoir l'éveiller à autre chose. En fait, tout simplement, j'ai beaucoup étudié le fonctionnement cerveau, etc., comment ça fonctionnait. Et en fait, mon fils étant autiste, je me suis dit mince.
qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'attirer vers de l'alimentation, que ce soit associé à du plaisir. Parce que normalement, se nourrir, c'est naturel. Le cerveau libère de la dopamine en s'alimentant. C'est pour aussi assurer notre survie. Et là, lui, il n'avait pas déjà cet instinct-là, de prendre du plaisir en s'alimentant. Donc après, j'ai regardé, je me suis dit, comment donner du plaisir à un enfant ? Tout simplement par le jeu. Et donc je me suis dit, en créant des jeux ludiques, je vais lui libérer cette dopamine et donc lui créer un moment de plaisir, un moment de partage avec maman aussi, où on va passer un bon moment plutôt qu'un moment de frustration, d'angoisse à table, ce qui n'est pas forcément bien pour l'enfant. Et je vais créer ces jeux-là pour introduire les aliments grâce à ça. Quand le cerveau, en fait, il est en fusion plus et qu'il est apte à accueillir donc les aliments. Totalement l'adéquation avec la psychomotricienne qui le suivait aussi, j'imagine. Eh bien non, à l'époque, on a arrêté le suivi, l'orthophoniste, parce qu'elle n'y arrivait pas. En plus, elle prenait sa retraite. Il faut savoir que les orthophonistes spécialisés aux troubles alimentaires, malheureusement, il y en a peu. Donc il y a des listes d'attente énormes. Et je ne pouvais pas rester 2 ans ou 3 ans comme ça, sans suivi, sachant qu'il mangeait rien du tout. Donc on a entrepris les choses et en 1 an et demi, on a débloqué grâce au jeu. Des Wonder Parents, c'est génial. Alors ce jeu, parlons-en. Donc je découvre les saveurs, il est ici. 6 outils pour éveiller les papilles. Manger, jouer. On peut le trouver chez qui ce jouet ? Voilà, c'est chez Manger, jouer, simplement. Sur le site internet, exactement. Voilà, votre site internet, c'est vous qui l'avez créé et c'est vous qui l'avez édité pour les plus de 3 ans. Comment ça fonctionne ? Je vois éveiller les sens, donc éveiller les saveurs, donc forcément les sens. Exactement. Comme je dis, pour pouvoir manger, il faut déjà qu'on accepte le visuel d'un aliment, qu'on accepte son odeur aussi, la texture, pour pouvoir le mettre en bouche. Si ces 3 sens-là ne sont pas réunis, une personne, que ce soit un enfant ou un adulte, vous ne le mettrez pas en bouche. Donc on va déjà commencer par le poker des sens, moi j'ai appelé ça comme ça. Et donc voilà, on va jouer avec l'enfant, on va piocher une carte. Alors il faut quand même savoir que l'aliment, on n'est pas sur des jeux de visuel, on va jouer avec des vrais aliments. Par exemple, on va prendre là des brocolis, on va les mettre sur la table, on va les cuisiner et on va donc tirer une carte. Si on tombe donc sur l'œil, on va demander à l'enfant qu'est-ce qu'on voit, combien il y en a, etc. Si on tombe sur la main, on va toucher le brocoli. Si on tombe sur le nez, on va le sentir parce que le cerveau, il a aussi besoin d'accepter l'odeur du brocoli. Oui, c'est vrai que c'est l'acceptation, je suis d'accord. D'accord. Il y a une notion d'acceptation. Si on ne le sent pas, on ne pourra jamais le manger, enfin si on ne l'accepte pas. Et donc, on va aussi le passer donc, par la bouche, donc petit à petit en fonction des enfants, parce qu'il y a des enfants qui ont des troubles alimentaires sévères comme mon fils, et d'autres juste en néophobie alimentaire, qui ont peur des aliments. Donc soit on leur fait faire un bisou, soit on lèche l'aliment, soit on croque, on recrache, ou si l'enfant, on voit qu'il est capable de le manger, il peut manger un petit bout de l'aliment. Donc ça, c'est le premier exercice, en fin de compte, donc premier jeu. Après, on passe sur la tyrolienne. Quand ce jeu-là est acquis, on peut passer sur un autre jeu. Donc la tyrolienne, on reprend une méthode américaine en fait, qui est la méthode SOS. Donc c'est une approche séquentielle de découverte orale en fait, et on va demander des étapes progressives à l'enfant de la sphère orale. Donc soit on touche, c'est même pas soit, c'est on touche son nez avec le brocoli, on monte une marche. On touche le menton, on monte une marche, on fait un bisou, on monte une marche, ainsi de suite. Et jusqu'en haut, en fait, on arrive à croquer dans le brocoli. Voilà. Et vous jouez en même temps avec votre fils quand vous le faites ? On joue totalement. Donc les parents qui achètent ce jeu doivent jouer avec leurs enfants ? Oui. Donc si vous n'aimez pas le brocoli, vous allez le découvrir. Je vais apprendre justement. Il y a des cartes là, essaye de toucher ton nez avec la langue. C'est extrêmement compliqué. Allez-y. Il a pris cette carte pour essayer de le faire, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Vous me connaissez si bien. Non, mais il y a autre chose. Projette tes lèvres vers l'avant. Tire la langue vers... Vous avez remarqué, je ne l'ai pas fait celui-là. Touche tes molaires avec ta langue de chaque côté. Essaye de toucher. Bon, voilà, lèche ta lèvre du haut. Ça non plus, je ne le ferai pas. À quoi ça sert ? Alors, à quoi ça sert ? Il faut savoir que notre langue, c'est l'organe où on a le plus de muscles. On a 17 muscles sur notre langue. Et un enfant qui n'a pas l'habitude de manger des choses solides, il ne muscle pas donc sa langue, ses joues, il latéralise pas la langue. Et s'il reste souvent sur... Ce sont des enfants qui mangent beaucoup de mixés ou des purées, donc ils ne mangent pas de texture solide. Du coup, ils ne vont pas aller devenir matures au niveau de cette comment on peut dire comment faire comment de la langue, enfin voilà. Au niveau de tout ce qui est mâché, déglutir, donc ils ne vont pas être matures. Et ça, en fait, c'est un exercice pour muscler tout ça. Et c'est un peu comme quand on va à la salle de sport. Si on veut des abdos, il faut faire du sport. Sinon, on n'en a pas. C'est un peu pareil pour la langue, pour les enfants. Pour qu'ils puissent bien manger et aborder les aliments solides, il faut muscler cette langue.
Donc c'est fait aussi au théâtre pour les comédiens. Lorsqu'on apprend à parler pour la diction, on apprend justement, je dis on apprend, mais voilà, on apprend effectivement à pouvoir articuler, parler et faire actionner tous les muscles et on le comprend aisément quand vous nous en parlez. C'est pas une chose qui est évidente pour les parents parce que souvent les enfants effectivement ne rencontrent pas ces problèmes-là, mais bien sûr qu'il faut pouvoir les imaginer et les appréhender quand on en a besoin. Donc si je reprends parce que je crois qu'il a sauté une étape. Oui, une première ici, une deuxième. Donc l'essence. La deuxième, c'est cette fameuse tyrolienne. La troisième, c'est l'assiette 4 couleurs. Alors, l'assiette 4 couleurs, parce que moi, j'en ai resté au buzz 4 couleurs. Donc, l'assiette 4 couleurs, vous avez un dé. Voilà. On va aller mettre donc des aliments que l'enfant mange sans problème, c'est-à-dire il les accepte, ils sont acquis au panel alimentaire. Donc dans la couleur rouge, bleu, jaune, ça permet aussi de diversifier un petit peu l'alimentation. Et dans le vert, on va mettre notre brocoli. Et donc on va aller jeter le dé. Donc au départ, c'est un jeu que l'on fait tous ensemble. On peut jouer à 4 sur chaque jeu. Donc on va aller jeter le dé. Si on tombe sur le bleu, l'enfant mange un petit peu de ce qu'il y a dans le bleu. Jaune, etc., etc. Et après, c'est une assiette que l'enfant est capable de se servir à table le midi. Moi, mon fils, il en a besoin de manger avec cette assiette quotidiennement. Il se débrouille, c'est-à-dire qu'on s'en sert en jeu quand je lui fais découvrir quelque chose de nouveau qu'il ne connaît pas. Par contre, quand c'est des choses qu'il connaît, qu'on a déjà travaillé, je lui mets par exemple 2-3 haricots verts, parce que c'est pas encore acquis au panel alimentaire. Le midi, il est capable de jouer avec son assiette et de manger ces 3 haricots verts. Voilà. Formidable ce jeu. Je découvre les saveurs, 6 outils pour éveiller les papilles de 1 à 4 joueurs. Donc c'est 3 ans et plus. Donc même si on a 35 ans qu'on n'aime pas les brocolis, hop, on lui colle l'assiette à son mari. Exactement. Et il va manger. Il tombe sur le bleu, vous avez compris. Voilà. Merci beaucoup Floriane Chalard d'avoir été avec nous, cette créatrice. Donc c'est ces fameux jeux, manger et jouer. Merci d'être venue sur ce plateau. C'est à vous, cher Loïc. Oui, on part sur les réseaux. Sur les réseaux, sur TikTok et sur les programmes éducatifs scientifiques. C'est pas très loin. Oui, on y est. Cher Loïc, TikTok veut redorer son image et va lancer un fil de contenu 100% éducatif. Non, mais ne me dites pas que c'est pas vrai. Et si c'est tout à fait vrai. TikTok en France, c'est 21,4 millions d'utilisateurs, donc quand même la majorité ont moins de 25 ans. Mais ce sont aussi des polémiques à répétition autour de son algorithme, accusé de favoriser l'anxiété et la dépression chez les jeunes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que fin mars, 3 couples français ont créé un collectif pour attaquer TikTok en justice. Ils estiment que le réseau social est en grande partie responsable du suicide de leurs enfants qui sont passés à l'acte après avoir regardé des dizaines de vidéos les engageant à mettre fin à leur jour. Des accusations qui ont vu le jour dans plein d'autres pays. C'est pourquoi TikTok s'apprête à investir justement le terrain de la vulgarisation scientifique et autres informations inspirantes, n'est-ce pas ? Oui, il faut braquer les projecteurs ailleurs, effectivement. Et à la fin de ce mois d'avril, vous allez découvrir sur votre fil d'actualité un nouveau fil, justement, un feed qui s'appelle STEM. STEM pour Science, Techniques, Engineering and Mathematics, puisque c'est en anglais, bien sûr. Et pour garantir donc un contenu éducatif de qualité, toutes les vidéos qui vont être publiées dans ce fil seront préalablement validées par 2 organismes indépendants américains qui sont spécialisés dans les informations scientifiques à destination des familles et dans la chasse également aux fake news. Alors STEM existe depuis un peu plus d'1 an aux États-Unis déjà, et après 15 millions de vidéos publiées, vraiment, il est largement plébiscité. On va regarder un exemple de ce qu'on peut y trouver. Ici, c'est le travail de vulgarisation scientifique de Big Mani 1. C'est un Américain suivi par 1,7 million d'abonnés et il va vous montrer comment on fait de la fumée violette. Et c'est une des stars de STEM aux États-Unis. So first, we just got to pour the iodine into this beaker. Then we have to add the aluminium metal in there. Then after that, we just got to mix it together nice and that. And then we're going to pour the mixture onto this watch glass. Now to get the reaction started, we just need to add a few drops of water. The water is going to dissolve the iodine to form hydroiodic acid. And then this acid is going to dissolve the aluminium oxide layer so that the iodine can react with the pure aluminium. Alors évidemment, tout est en anglais, donc on l'a mis que quelques secondes. Oui. Ça, c'est vous qui m'avez demandé de le dire, parce que moi, je pense que vous êtes bilingue, bien sûr. Évidemment. Et je crois qu'il va falloir qu'on s'habitue donc à ces fameux STEM, Loïc. Oui, et puis surtout... toujours pour fabriquer des bombes et de la fumée Non, pas du tout. Non. Là, c'est effectivement, je vous ai choisi ça parce que c'était visuel, c'est de la fumée, mais il y a plein d'autres choses très, très intéressantes. Mais surtout, on va devoir s'habituer au fait que c'est en anglais. Parce que au début, le contenu qu'on va découvrir sur STEM en France sera celui
qu'on connaît déjà aux États-Unis, mais qui sera sous-titré en français. Donc on va pouvoir aussi, au moins au début, bosser un petit peu le English, le American. Comme si on n'avait pas l'habitude des sous-titres. Non, mais, en train de nous dire. Non, mais il faut quand même savoir que ce ne sera pas du contenu français tout de suite. Néanmoins, évidemment, au fur et à mesure, on s'attend à ce que des créateurs français puissent prendre le relais. Et vous allez pouvoir aussi découvrir beaucoup de vidéos produites et ou diffusées par des médias de renom comme le magazine Le New Scientist ou par des institutions comme le CERN pour tout ce qui concerne des vidéos autour de l'espace. On va regarder par exemple ce post de Katia Ejat-Zerreta dans le feed STEM aux États-Unis. C'est la première femme latino-américaine à avoir voyagé dans l'espace en 2022 et elle veut inciter les jeunes à y croire, à croire en leurs rêves. Hi, my name is Kat. I started my career as a NASA electrical engineer and have designed circuits for many NASA missions. In 2019, I decided to follow my biggest dream, which was to become an astronaut. So I started training. I started doing spacesuit training, microgravity training, high G-force training. It was very difficult, but I was so motivated. I saw an application back in 2019 for a mission to space, and in a process that took almost 3 years, I was selected out of 7,000 applicants from all over the world. Alors Loïc, ces fameux STEM, est-ce qu'on les aura tous par défaut sur l'application? Alors, il sera installé par défaut pour les moins de 18 ans au moment d'une mise à jour de TikTok fin avril. Et pour les adultes, par contre, il faudra l'activer manuellement. Il faut aller dans les paramètres de TikTok et dire oui, je veux avoir STEM en plus de mon fil habituel parce que ça ne va pas remplacer le feed qui s'appelle Pour toi, qui sont toutes les vidéos que l'algorithme nous propose tous les jours. Ce sera juste à côté. Donc, il y aura un feed, 3 feeds finalement. Et donc, l'algorithme va nous proposer des vidéos aussi qui vont nous concerner en termes scientifiques. Et à l'approche du bac, évidemment, TikTok veut pousser les jeunes à se plonger dans les sciences. C'est un petit peu ça l'argument, c'est de dire, bon, on arrive fin avril, ça va vous permettre de réviser un petit peu. Comme l'avait fait BookTok aussi, il y a quelques années de ça. BookTok, c'est ce service où il y avait des créateurs qui vous engageaient à lire, qui disaient, tiens, j'ai aimé tel livre, par exemple, Émirage, un super roman de notre productrice Emma Ferret, qu'il faut lire comme ça. On fait de la pub comme ça aux copains. Mais en tout cas, il y avait BookTok sur TikTok qui a vachement bien marché. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, je crois que 34% des adolescents consultent régulièrement du contenu proposé par STEM. Et oui, donc chez nous, un pays qui est connu pour ne pas trop être fort en mathématiques, en sciences, en physique, ça ne peut que faire du bien à tous ces jeunes. Ça peut aussi déclencher des vocations. Et surtout, on a presque l'impression, que TikTok a compris qu'il y avait urgence à ne plus forcément diffuser que des vidéos de complotisme sur le suicide ou sur des choses négatives comme ça, mais à pousser nos enfants à s'élever, à se cultiver et à trouver leur voie. Donc, vive STEM, le nouveau fil d'actualité, 100% contenu éducatif scientifique. Bon, ça ne veut pas dire que ce sera suivi, en tout cas ça existe. En tout cas ça existe et on espère que... Il y aura toujours Kwakubé et un Pagnant ou pas? Évidemment, alors ça oui, il y aura toujours, oui. Alors tout va bien. Merci beaucoup d'avoir précisé cette chronique sur les STEM. Merci Loïc. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine, son invité est le chef cuisinier Akram Benalal. On arrive, tu as 25 ans et tu obtiens ta première place de chef en Touraine, au château des 7 Tours. Après El Bouli. J'ai travaillé chez El Bouli juste avant, Ferran Adria, meilleur restaurant du monde. Comment je me retrouve là-bas? Je suis à l'époque à Benidorm, je vais dans un taxiphone et j'écris un mail en disant je voudrais être chef, mais avant d'être chef, parce que j'avais fait tout le parcours chef de parti chez Gagnère, commis, etc. Mais là, ça y est, j'étais prêt pour être chef. J'ai toujours été quelqu'un qui entreprend, c'est-à-dire que très vite, très jeune, j'ai voulu être chef, quoi. Et je lui envoie un message, enfin un mail, et je reçois le mail à Benidorm, j'étais en vacances. Et du coup, il me dit, ouais, vous vous présentez dans 2 jours à 13h au restaurant à Rosas, à Kalamanjoy. Et je laisse mes vacances, j'avais rien, je prends mon sac à dos, je fonce là-bas, j'arrive. Je ne savais même pas où aller dormir, parce que j'ai dormi la première fois, il y avait des espèces de bungalows camping qui étaient juste à côté à Kalamanjoy. D'ailleurs, c'est fabuleux là-bas. Et la dame m'a prêté un transat pour dormir, il faisait chaud. Et m'a donné la douche. Et puis le lendemain, j'ai dormi chez des copains qui étaient là. Je me suis fait copain avec ceux de la cuisine. Et puis on dormait tous dans une pièce avec des sacs de couchage. Mais on avait la passion du métier. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que
Le confort, on s'en foutait, c'était d'être ensemble et d'essayer de partager la connaissance. Partager la connaissance, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus noble. Et donc, j'arrive à Tours après, en 2005, dans ce château golf, le château des 7 tours. Et comment ça se passe là-bas? C'était assez drôle parce que j'avais une envie de révolution, tu vois, à cette époque. J'avais 25 ans, je sortais d'El-Bouli. Je voyais plus de cerfs et de lapins qui passaient, de lièvres le soir que de clients, parce que c'est nulle part en fait. C'est entre Château-Lavalière et Courcelles de Touraine. Si tu veux, Courcelles de Touraine, je sais pas si tu vois, mais c'est une route. Hein. Et t'as le château là qui est avec le golf. Donc j'avais les golfeurs le midi, mais qui venaient surtout pas le soir parce qu'ils venaient golfer puis ils rentraient à Tours. Du coup, on n'avait que la clientèle de l'hôtel. Et quand je suis arrivé dans cet hôtel, les propriétaires à l'époque, je me rappelle, ils m'avaient vachement suivi, ils m'avaient vachement écouté parce que, par exemple, ils avaient une véranda magnifique. C'était le restaurant gastronomique, mais ils servaient, tu vois, avec des sets de table en papier. Ils te mettaient du beurre, tu sais, emballé dans du truc. Ça faisait très restaurant de province, mais tu vois, pas. C'était pas à la hauteur de ce que tu voyais. Ouais, exactement. Du coup, je change tout. Et j'avais fait un tonneau noir et rouge. J'ai toujours adoré le noir. Noir et rouge. Ça se voit pas. Ouais, c'est vrai. Et dans ce tonneau, j'avais creusé. Je faisais des choses à l'azote, les gens ne comprenaient pas, tu vois. Et eux, ils t'ont fait confiance. Mais ils m'ont fait confiance, mais en même temps, ça m'a permis aussi, à cette époque, de faire un gros travail sur moi-même. Tu sais, trouver son identité culinaire, sa signature, c'est se prouver à soi-même qui on est. Et pendant 3 ans, je ne faisais pas ma cuisine, je faisais la cuisine d'un autre. C'était de El-Bouli ou de Pierre Gagnère. Donc, je n'avais pas vraiment d'identité. Donc là, c'est le moment où se dessine ton identité culinaire. Ouais. Mais après, ça m'a pris 3 ans. C'est toujours des... En fait, il y a des ponts, toujours. Hein. Et du coup, on évolue. Et là, un jour, c'était un client, tout simple. Hein. Je lui avais fait, à l'époque, j'avais fait 20 plats, que des trucs, tu vois, avec l'azote, les sphérifications. C'était la cuisine, le plein boom de la cuisine moléculaire. Et l'après-midi, j'avais été ramasser une tomate qui était dans le jardin. Et cette tomate, c'était cœur de bœuf, je me rappellerai toujours. Quand je la touchais comme ça, elle était encore, tu sais, il y avait du soleil dedans, elle gorgeait de soleil. J'avais pris cette tomate et j'avais servi juste une tranche de tomate comme ça, avec une liqueur d'huile d'olive qui était juste posée dessus, et puis un sel à la vanille. Je voulais faire en fait un entracte entre les 12 plats et l'autre. À la fin du repas, ils m'ont plus parlé de ce plat-là que le reste. Et là, je me suis dit, mais attends, là, t'es pas sur la bonne voie, là. Je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, il faut que tu trouves ton identité. Et donc, je me suis sculpté. On dit toujours que l'être humain est une belle pierre qui se sculpte toute sa vie. Et là, j'ai décidé et j'ai dessiné ma cuisine, ce que je voulais être. Et après, tu prends ton envol. Après, j'ai pris mon envol, mais ça n'a pas été facile parce que je m'étais associé avec les propriétaires du château des 7 tours. On a ouvert un restaurant à Tours et qui finalement n'a pas trouvé public. Du coup, on avait été en redressement judiciaire. Mais même le redressement judiciaire était la plus belle école de ma vie. Parce que tu vois, finalement, moi je voulais pas être en redressement judiciaire. J'ai dit non, je reprends le restaurant, j'étais capable. J'étais devant les juges du tribunal de commerce qui me disent mais comment vous allez faire? J'ai dit laissez-moi, faites-moi confiance. J'ai redémarré avec 500 €. Je suis allé au Halles, j'ai acheté des épinards, du saumon, un peu de crème, un peu de beurre, et puis j'ai ouvert le restaurant. J'ai envoyé des messages à tout le monde. Pardon? Tu l'as conservé, ce restaurant? J'ai essayé parce qu'on était en période d'observation pendant 6 mois renouvelables. Donc je me suis battu pendant 1 an. Mais ça a été très intéressant cette année-là parce que les gens venaient et j'ai eu du succès tout de suite. Mais il fallait que je ramène plus d'argent pour pouvoir effacer un peu les dettes. Donc j'ai essayé avec des investisseurs qui m'ont baladé. Finalement, j'ai dû fermer. Mais entre-temps, cette période-là, le Goemio était passé, les inspecteurs du Michelin étaient passés. Et Goemio, du coup, je monte à Paris à l'époque. En fait, pourquoi je monte à Paris? Parce que dans cette période-là aussi, je rencontre 2 frères superbes qui ouvraient un restaurant rue de l'Arbre Sec. Ils ouvraient un hôtel-restaurant rue de l'Arbre Sec qui s'appelait Confidentiel. Un truc 8 chambres, il y avait le sous-sol, il y avait la cuisine, premier étage de la cuisine, la salle. C'était tout petit, hein, c'était je crois la moitié de ça.
ils me disent, on voudrait faire, est-ce que tu pourrais nous aider à faire la carte? Je dis, ok, très bien. Et juillet, je dépose le bilan. Je les appelle, ils devaient ouvrir en août. Je leur ai dit, vous savez, le chef que je devais vous trouver, ça va être moi. Donc, en fait, je suis monté à Paris comme ça. Et du coup, je suis arrivé à Paris, rue de l'Arbre Sec. Là, j'ouvre le restaurant. Goemio qui m'appelle entre-temps, qui me dit, on t'a cherché partout, tu étais où? Je dis, voilà, je suis désolé, mon restaurant, j'ai dû le fermer. Et c'était Patricia Alexandre à l'époque, la directrice du Goemio. Et je lui dis, mais elle me dit, écoute, on voulait te dire que tu es grand de demain. Là, je dis, ah bon? Je dis, mais mon restaurant, je l'ai fermé. Maintenant, je suis à Paris, c'est plus le même restaurant. Franchement, elle a été très grande. Je veux dire, elle m'a dit, non mais Akram, nous, on salue ton talent. Donc on garde, peu importe où tu vas, on te le garde. Du coup à l'époque, tu vois, quand t'es grande demain, j'ai eu la presse de partout. Les gens sont tous venus. Et c'est là que tu ouvres aussi le tien alors? Et bien juste après, j'ai rebondi avec le mien. Mais en fait, la rue Lauriston, ça s'est fait d'une manière aussi pareille. Hein. C'est un gars qui m'appelle au restaurant parce qu'il venait manger. Il m'a dit, c'est incroyable ce que tu fais. J'ai 3 restaurants. Il était en plein changement de sa vie. Il n'en pouvait plus de la restauration. Et j'arrive rue Lauriston et je lui dis, mais écoute, il me dit, voilà, c'est ce restaurant-là, est-ce que tu pourrais le reprendre? Je dis, ouais, mais moi, j'ai pas d'argent. Comment je vais faire? Il me dit, je te fais crédit vendeur. Du coup, on se regarde dans les yeux, on se serre la main, on va chez le notaire. Je me fais aider par 2 copains aussi qui m'ont aidé. Ils ont fait tous les travaux du restaurant. Il n'avait rien, sa femme, c'était l'architecte, donc elle m'avait aidé à faire toute l'architecture. Et je les ai remboursés après. Tu vois, mais en fait, tu vois, et là j'ai démarré le restaurant Akram. Par la suite, 1 étoile. 2014, 2e étoile. Après, j'ai commencé, donc 2e étoile. Entre les deux, entre la 1 et la 2e, un soir, il y avait une cliente qui était là, qui avait adoré. Elle me dit, j'ai fait tous les restaurants à Paris, j'aime beaucoup votre style et j'aimerais ouvrir un restaurant Akram à Hong Kong. C'est là? Ouais. C'est à ce moment-là, Hong Kong? C'est à ce moment-là, Hong Kong. Et là, je me retrouve à ouvrir un restaurant. Moi, je connaissais pas l'anglais, je connaissais, tu vois, c'était mon premier gros voyage. Et là, j'arrive à Hong Kong, c'était incroyable. On a ouvert le restaurant, on a eu 1 étoile tout de suite derrière. J'ai eu la 2e aussi. Mais j'avais cette fulgurance de ma jeunesse qu'il fallait que je vive. C'est-à-dire que j'ouvrais trop vite, trop de choses en même temps. Et j'étais pas assez entouré. Et en fait, du coup, par la suite, j'ai dû tout fermer. En plus, j'avais ouvert à Paris les ateliers Vivanda, j'avais ouvert un concept de Madeleine, j'avais ouvert un bar à fromage incroyable, bar au fromage et vin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi un concept de panini. Mais en fait, c'était une époque, c'était très bizarre, mais il fallait le vivre. Et en fait, par la suite, j'ai dû fermer. C'est normal, parce que ça marchait pas. Mais pourquoi ça marchait pas? On peut trouver 1000 raisons. C'est une question de timing, en fait. Et à ce moment-là, j'ai ouvert en plein milieu, tu sais, des attentats de 2015 au Bataclan. Ensuite, il y a eu les Gilets jaunes. Ensuite, il y a eu les grèves. Donc, tout ça, ça a affecté une grosse partie du business. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et là, j'ai décidé de dire, OK, tout ce que j'ai appris en ouvrant à l'étranger, qu'est-ce que je pourrais faire comme concept duplicable, facile, transportable à l'étranger? Et là, je crée le Shirvan, avenue Georges V, qui est un restaurant qui maintenant, ça fait 7 ans qu'on est là, qui ne cesse d'évoluer. Et voilà, 3 ans après, on a ouvert à Marrakech, au Mont d'Arin. Ensuite, on a ouvert à Doha. Et on fait 1 par an, mais bien structuré. Voilà, tu vois, quelque chose de bien travaillé, bien réfléchi. Mais pas... Bon, même si je reste toujours... Je suis quelqu'un qui adore la créativité. J'aime entreprendre, parce que pour moi, c'est aussi de dire que tout est possible. Et t'as pas peur de l'échec en plus? Parce que tu sais que t'es tombé, tu repars toujours. Non, donc non, mais moi je suis toujours intéressé de l'échec parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Comme on dit, no risk, no story. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Akram Benallal pour la suite de Souvenirs d'écolier.
C'est la fin de ce Grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du Grand JT. Aujourd'hui, à la réalisation, Théo Boscar, le son, Saïd Mamou, Laure Audemont, au maquillage, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Et Loïc Landreau, évidemment, aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, à la fois pour le JT et pour la chronique. Passez de bonnes vacances, Loïc. On vous retrouve quand, le 15 ? Oui, peut-être par là. Voilà, si par je là. reviens. Si je verrai. Très bien, voyez, réfléchissez alors. Merci à vous tous, très bonne soirée. Ciao.